Alors, du coup, je vais commencer. Bonjour à tous. Très content d'être là aujourd'hui oh là, hop, pour vous parler de Bitcoin. Comme il est écrit sur le PDF, aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi est-ce que Bitcoin est la crypto à surveiller. Je vais essayer de vous parler un peu plus de cet écosystème et de vous convaincre, entre guillemets, même si l'objectif, c'est pas vraiment de convaincre, mais c'est plus que vous ayez une idée de quelles sont les choses à surveiller dans cet écosystème-là et qui peuvent être porteuses d'entrepreneuriat ou en tout cas de belles choses pour l'avenir. Du coup, d'abord, une petite introduction, très rapidement, qui je suis en quelques mots. Moi, je m'appelle Florian, j'ai 25 ans et sur les réseaux, on me connaît sous le nom de Cryptodidacte. Je suis dans l'écosystème depuis fin 2017 et j'ai commencé à partager du contenu à partir de mi-2018. C'était en juin 2018, si je ne me trompe pas, donc ça fait pile poil 3 ans. Et le contenu que je partage, il est majoritairement sur Twitter. Donc voilà, des tweets à propos de l'écosystème. C'est tout le temps que de la pédagogie et de la vulgarisation que je fais. Je parle très très peu de spéculation, ou je parle très très peu d'analyse technique, de trading ou choses comme ça. Et puis cette année, petit changement, j'ai lancé ma chaîne YouTube et mon Twitch pour essayer un nouveau mode de communication avec plus d'interaction en direct avec les gens. Voilà. Ensuite, une chose qui me paraît important à bien voir, notamment quand on parle de Bitcoin, mais finalement c'est à peu près, enfin c'est valable pour toutes les crypto-monnaies. Il est important de bien comprendre que quand on parle de crypto-monnaie, il faut savoir sous quel spectre on va venir regarder cette crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, pour essayer de comprendre justement Bitcoin, il suffit pas de comprendre, par exemple, comment est-ce qu'il fonctionne en termes de technologie ou en termes de finance, par exemple. Il y a vraiment plusieurs matières qui viennent se raccrocher à Bitcoin. Donc là, ce que je vous ai mis à l'écran, on peut voir la technologie, l'aspect économique, l'aspect finance. Je distingue bien les deux. Pour moi, l'économie, c'est quoi? C'est toutes les règles qu'il va y avoir derrière Bitcoin, sur son émission et sur les implications que ça peut avoir dans une économie sur le long terme. Là où la finance, c'est plus tout ce qui va être trading. Donc, c'est plus instantané souvent la finance que l'économie. On va avoir plein de questions autour de la philosophie, mais aussi des questions d'histoire et enfin de politique. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'aborder, c'est d'un point de vue technologique et un peu philosophique, en quoi justement Bitcoin est une, voire la crypto-monnaie qu'il faut surveiller. Je vais refaire une petite introduction. Je sais que vous avez déjà eu des intervenants qui vous ont parlé de crypto-monnaie et de Bitcoin, mais comme je ne sais absolument pas où est-ce que vous en êtes, une très très rapide introduction à tout ça, et notamment à pourquoi est-ce que Bitcoin est né finalement. Donc du coup, je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire du village. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jean-Baptiste Prunel qui est à l'origine de cette histoire. Donc en fait, il faut imaginer un petit village dans lequel l'argent n'existe pas. Vous n'avez pas de pièces de monnaie, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de compte bancaire, rien de tout ça. Le souci dans ce village-là, c'est qu'on se rend bien compte assez rapidement que si on veut échanger des choses, c'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on va acheter notre poisson au marché si jamais on n'a pas d'argent? Donc en fait, ils décident tous de mettre un système en place. Ils ont un solde virtuel. Ils vont tous compter dans leur tête le nombre de sous qu'ils ont. Et personne ne va vérifier. C'est à chacun de compter les sous que lui, il a. Donc là, par exemple, si moi, j'ai 100 jetons, on va appeler ça des jetons, et qu'un poisson, par exemple, coûte 10 jetons, je vais dire au poissonnier, je t'achète ton poisson, j'ai bien les 10 jetons dans ma réserve, donc toi, tu t'en rajoutes 10 dans ta tête, moi, je m'en enlève 10 dans ma tête, et je repars avec le poisson. Et le poissonnier dit, OK, il n'y a pas de souci. Il se rajoute 10 dans sa tête, il donne le poisson, et puis c'est parti. Ça marche 2, 3 jours, et puis vous vous rendez bien compte qu'un système comme ça est totalement utopique et que ça ne peut pas fonctionner pour une seule et bonne raison, c'est que comme chacun compte son propre solde, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir le poissonnier et de lui faire croire que j'ai 1000 au lieu de 100 jetons, et du coup de lui acheter toute sa réserve de poissons, en fait, pour strictement rien. Donc on se rend bien compte que c'est un système qui est utopique, et d'ailleurs si on a inventé l'argent, hein, c'est pas pour rien. C'est bien parce que on peut pas faire confiance entre guillemets à l'individu en tant que tel pour compter et être raisonnable sur les dépenses qu'il a le droit ou non de faire. Donc du coup, en fait, le village se réunit et cherche une solution. Et puis ils se disent, OK, en fait, dans le village, il y a une seule personne en qui on a réellement confiance, c'est le sage du village, la personne qui est la plus âgée dans le village. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, il, il est plus cupide, il est plus égoïste et il est sage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que chacun on compte nos sous dans notre tête,
on va dire au sage que c'est à lui de tout compter et de tout vérifier. Et donc, du coup, le lendemain, quand je vais voir mon poissonnier et que je lui dis, je t'achète ton poisson à 10 jetons et tu peux parce que j'en ai 100, donc tu peux me donner ton poisson et tu peux te rajouter 10. Le poissonnier ne dit pas juste, oui, oui, ok, je vais faire ça comme ça. Il dit, ok, on va voir le sage, on va demander au sage si tu as bien les 10 jetons que tu essaies de me donner, et si tu les as, on va demander au sage de te retirer 10 jetons et de m'en rajouter 10. Et là, on tombe dans un système qui fonctionne. Ça fonctionne, le village peut enfin faire des échanges, on a confiance en tout le monde, on sait que quand quelqu'un dit qu'il a des jetons, bah, il les a parce qu'il sait que de toute façon on va les vérifier auprès du sage, et la vie finalement économique de ce village peut se mettre en place. Et puis quelques mois plus tard, on a un souci, c'est le sage du village tombe malade. Il chope une grosse grippe, il est alité, il ne peut plus se déplacer. Et là, on a un souci. Tout le village se retrouve paralysé. Parce qu'au moment où je veux faire un achat, où je veux retourner cette fois-ci voir le boulanger pour acheter mon pain, eh ben, je ne peux pas lui donner mes jetons. Parce que quand on va voir le sage, il est indisponible, il est malade. J'ai aucun moyen de vérifier que mon solde, il est correct. Personne ne peut dire que mon solde, il est OK, ou où est-ce que j'en suis à part le sage. Et donc, je ne peux plus faire d'échange. Et tant que le sage euh, ne se remet pas de sa grippe, eh ben, malheureusement, plus personne ne pourra faire d'échange dans le village. Et là, on a un souci. C'est qu'en fait, en centralisant en un seul endroit la vérification de notre argent, eh ben, c'est un point de faille qui, si jamais il est touché, va venir handicaper tout le monde. Du coup, le village réfléchit et se dit, OK, c'est pas possible de donner ce pouvoir-là entre les mains d'une seule personne. Parce que même si ce sage, il est justement sage, il est bon, il est non cupide, bah finalement, il peut lui arriver aussi des défauts qui font que de toute manière, c'est pas viable sur le long terme. Et donc là, en fait, il décide de faire une autre solution qui est un peu plus coûteuse, qui est un peu plus chiante à mettre en place, c'est que tout le monde note le solde de tout le monde. C'est-à-dire que quand je vais voir le poissonnier et que je lui dis que j'ai 100 jetons, bah lui, il est d'accord parce qu'il peut le vérifier. Et le boulanger aussi peut le vérifier. Et en fait, tout le monde peut vérifier mon solde. Et quand je donne des jetons à quelqu'un, par exemple au poissonnier, le poissonnier va noter le nouveau solde de son compte à lui sur sa tablette, mais il va aussi noter le nouveau solde de mon compte. Mais surtout, tous les gens du village vont noter ce nouveau solde de nous deux. Et donc là, en fait, on a chaque villageois qui a une réplique de tout ce qui se passe à l'instant T. Et là, c'est plutôt chouette comme système parce que si jamais quelqu'un tombe malade, il n'y a pas de souci, on peut continuer à avancer. Et si jamais il y a quelqu'un qui est frauduleux et qui essaye de tricher, eh ben on s'en rendra compte parce que il y aura que sa copie qui sera frauduleuse. Toutes les autres copies seront toujours correctes et donc on verra qu'il a essayé de tricher et on pourra l'expulser du système. Et à partir de là, le village se porte bien et ils arrivent à faire leurs échanges comme il le faut durant des années et des années. Cette histoire du village, qui est très gentille dite comme ça, en fait, elle représente l'évolution monétaire qu'on a connue dans le monde à travers l'histoire. Au début, on s'échangeait des biens un peu comme ça, contre des services. C'est-à-dire, oui, je te dois un service, donc tu peux me donner ça, et puis je te redevrai un autre service, et ainsi de suite. On s'est rendu compte que c'était pratique, mais que ça avait quand même ses limites. Et puis, du coup, on a inventé la monnaie. La monnaie qui est gérée par qui? Par des banques. C'est la banque qui sécurise votre monnaie. Euh, et donc là, on se retrouve dans le deuxième état du village avec le vieux sage. Le souci de la banque, c'est que si jamais elle fait faillite, vous perdez votre argent. Si jamais elle veut pas que vous dépensiez votre argent pour une raison X ou Y parce que la transaction est dite non conforme à sa politique, vous ne pourrez pas dépenser votre argent. Et donc, la solution qu'il y a derrière, c'est les crypto-monnaies qui viennent justement décentraliser la gestion de l'argent, qui vient faire en sorte que le pouvoir ne soit pas dans les mains d'une seule personne. C'est plus long, c'est plus coûteux, mais au moins c'est bien plus sécurisé et c'est bien plus pérenne. Voilà. Donc ça, c'est juste une rapide introduction à tout ce que sont que les crypto-monnaies et notamment Bitcoin. Bitcoin vient aussi du coup en réponse aux monnaies traditionnelles qui sont donc centralisées, comme on l'a vu avec l'exemple du village, mais qui sont aussi dites inflationnistes. Alors du coup, inflationniste, le principe, c'est qu'on on a une quantité de monnaie qui est illimitée, qu'on en imprime toujours plus. Et le souci d'une monnaie qui est inflationniste, c'est que du coup, elle perd en rareté. Et comme on sait, tout ce qui est rare est cher, et au contraire, tout ce qui n'est pas rare bah, perd en valeur. Et donc là, vous pouvez voir à droite un graphique où on voit en fait le pouvoir d'achat de personnes qui ont du dollar. C'est-à-dire que si vous aviez un dollar en 1913, en 2017, votre dollar, il vaudrait plus que 0,05 centimes environ. Donc du coup, on se rend bien compte que le dollar perd en pouvoir d'achat petit à petit, mais il n'y a pas que le dollar, c'est toutes les monnaies en fait centralisées qui sont dans le même cas. Et puis en plus de ça, on est dans un système financier obscur où on ne comprend pas trop les règles.
Si je vous parle de quantitative easing, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Et pourtant, par exemple, le quantitative easing est justement le mécanisme qui est à la base de toute la politique monétaire aujourd'hui. Donc voilà, donc on est dans un système un peu compliqué, qu'on ne comprend pas tout, qui est contrôlé par quelques personnes, quelques banques. Euh, et Bitcoin vient justement essayer de répondre à toutes ces monnaies. Parce que le souci, c'est aujourd'hui, on a confiance dans ce système-là, très bien. Mais le jour où on n'aura plus confiance en ce système, qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit de plus en plus. On voit des pays comme le Venezuela, El Salvador, notamment enfin, beaucoup en Amérique latine, où ils ont connu une hyperinflation ces derniers temps, où ils n'ont plus confiance en la monnaie qu'ils utilisent aujourd'hui, où ils cherchent des alternatives. Et c'est justement là que les crypto-monnaies interviennent. Ensuite, là, je vous ai fait une rapide introduction sur pourquoi est-ce que Bitcoin existait. Mais après, une fois que Bitcoin pour refaire dans l'histoire, hein, c'est 2009 le lancement. Et dès 2011, on voit d'autres crypto-monnaies émerger, ce qu'on appelle les altcoins. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les nouvelles crypto-monnaies qui, chacune, essayent de soit faire quelque chose que Bitcoin n'arrive pas à faire aujourd'hui. C'est le cas de Ethereum, par exemple, qui est la deuxième crypto-monnaie et qui essaye de permettre le développement d'applications plus facilement. Il y a d'autres crypto-monnaies comme le Tether, qui est un stablecoin qui lui essaye d'être stable. Voilà, on a plein de crypto-monnaies qui existent et elles essayent toutes soit de combler un manque à Bitcoin, soit d'être carrément meilleures que Bitcoin. Euh, et aujourd'hui, on existe plus de 9000. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles sont toutes légitimes? Est-ce qu'elles sont toutes intéressantes? Est-ce qu'elles vont vraiment remplacer Bitcoin? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avant de rentrer un peu juste dans cette question-là, ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce qu'on appelle le trilemme des blockchains. Si vous en avez entendu parler, je suis désolé, mais c'est important de revenir dessus. C'est vraiment une notion qui est primordiale. Euh, le trilemme des blockchains, c'est quoi? C'est un trilemme qui a été énoncé par Vitalik Buterin, le créateur de Ethereum. Et en fait, il dit que toute blockchain doit choisir deux éléments parmi les trois que vous voyez ici sur le triangle. Donc là, sur le triangle, qu'est-ce qu'il y a comme élément? La sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Scalabilité, que nous soyons bien d'accord, c'est le fait de pouvoir être rapide, mais c'est aussi le fait de pouvoir tenir des volumes importants, beaucoup de transactions. C'est pas tout qui passe vite, mais il faut aussi que je puisse en avoir beaucoup. Parce que si je peux faire des transactions en une demi-seconde, mais que je peux les faire qu'une par une, c'est pas scalable. Donc voilà. Et donc, c'est Vitalik Buterin qui a dit toute blockchain ne peut pas avoir les trois. On doit faire un choix. On peut en avoir que deux sur les trois. Et jusqu'ici, ça a toujours été vérifié. Il n'y a aucune blockchain qui a réussi à avoir les trois en même temps. Bitcoin, si on doit le placer sur le triangle, il est là où je vous l'ai mis. Et en fait, il a choisi d'être sécurisé et décentralisé. Par contre, il a une scalabilité qui est moins importante. C'est pour ça souvent qu'on peut reprocher à Bitcoin le fait d'être lent et que beaucoup disent que Bitcoin, c'est un peu une technologie de dinosaure, de vieux papy. Parce que ça va pas très vite, parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup de charges. Mais par contre, c'est bien sécurisé, plus que toute autre crypto, et c'est bien décentralisé, plus que toute autre crypto. À l'opposé, vous pouvez avoir une d'autres crypto-monnaies, comme là, par exemple, c'est Binance, c'est le BNB là que vous voyez comme logo. Et donc, par exemple, la Binance Smart Chain a choisi d'être sécurisée et scalable. Par contre, elle a un défaut, du coup, c'est qu'elle n'est pas très décentralisée. C'est un reproche souvent qu'on fait à la Binance Smart Chain, c'est qu'il n'y a que quelques nœuds. Et la plupart des nœuds qui sont sur la Binance Smart Chain, qui sont là pour sécuriser le réseau, ils sont détenus par Binance. Donc finalement, par un seul acteur. Donc voilà. Juste pour revenir sur le trim des blockchains, euh, ça fait partie aujourd'hui des choses qui font que Bitcoin a une mauvaise image. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez par exemple la Binance Smart Chain qui est sécurisée et scalable, les gens, c'est tout ce qu'ils voient. Ils voient quoi? Ok, elle est sécurisée et surtout, je peux faire mes opérations très vite. J'ai quasiment pas de frais, c'est instantané, bien plus rapide qu'avec Bitcoin. Alors Bitcoin, c'est chouette, c'était plus rapide qu'un virement bancaire, mais en fait, Binance Smart Chain, c'est carrément beaucoup, beaucoup plus rapide que Bitcoin. Pourquoi est-ce que je continuerai à utiliser un truc vieux comme Bitcoin et qui finalement m'a l'air un peu bancal alors que j'ai la Binance Smart Chain qui est ultra rapide? Et en fait, le souci, c'est que les gens voient les crypto-monnaies sur un horizon de temps qui est proche, alors qu'il faudrait regarder sur le long terme, et c'est ce que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui, une vision à long terme. Donc, sur quoi construire l'avenir? On peut se poser une question. C'est justement quelle crypto-monnaie adopter? Imaginons que vous ayez envie de développer une entreprise et que dans le cadre de votre entreprise, de votre projet, vous avez besoin d'un protocole décentralisé, vous avez besoin justement d'une crypto-monnaie. On peut se poser la question de où est-ce que vous allez construire votre entreprise. Et là, la question qui est importante à se poser, ça va être celle qui est écrite ici. Ça va être notamment la première, c'est réinventer la roue. On voit beaucoup de projets crypto qui émergent. En fait,
pour faire un projet. Et une question souvent que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez réinventé une crypto? Pourquoi ne pas vous être basé sur une crypto qui existe déjà? Je peux vous donner l'exemple, par exemple, de Chiliz, qui est une crypto-monnaie pour fans de foot. En gros, Chiliz, le principe, c'est quoi? C'est les clubs de foot, ils ont leur propre token, euh, et vous gagnez des tokens quand vous allez voir un match, et avec les tokens, vous pouvez les dépenser pour avoir des avantages exclusifs dans votre club. Le projet est sympa, surtout si vous aimez le foot. Euh, mais par contre, pour orchestrer tout l'écosystème Chiliz, ils ont inventé leur propre token qui est le Socios euh, et qui sert à payer un petit peu tout ce qu'il y a dans l'écosystème à payer. Et moi, ma question que j'ai pour ce projet-là, c'est pourquoi avoir inventé le Socios pour payer dans votre écosystème et pas avoir utilisé du Bitcoin ou de l'Ethereum pour payer ces frais-là. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui s'amusent à essayer de réinventer la roue, qui pensent qu'il faut réinventer une crypto pour pouvoir faire de la blockchain. Alors que non, vous avez déjà des crypto-monnaies qui existent, qui sont solides, qui sont pérennes. Utilisez-les. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Voilà. Après, il y a la question de la pérennité du système. Imaginons que vous ayez deux cryptos, la crypto A et la crypto B, pour en citer aucune, et que la crypto A, c'est compliqué de développer dessus, et la crypto B, c'est facile de développer dessus. Naturellement, vous allez vous dire, OK, moi, je vais mettre sur la crypto B, je vais développer dessus mon entreprise. C'est plus rapide, c'est plus simple, c'est moins coûteux, c'est parfait parce que moi, je suis un projet naissant. OK, mais est-ce que ta crypto B, elle est pérenne? Est-ce que dans 10 ans, elle sera encore présente? Est-ce que dans 15 ans, elle sera encore présente? Ça peut paraître super loin comme horizon de pensée, mais est-ce que vous avez vraiment envie de construire une entreprise sur une crypto qui pourrait disparaître du jour au lendemain? Si elle disparaît, c'est-à-dire qu'il faut tout recommencer sur une autre crypto-monnaie derrière. Et donc parfois, il vaut mieux peut-être être un peu plus lent et un peu plus complexe au début, mais pour être sur un système qui est réellement pérenne. Et là, on verra en termes de pérennité, Bitcoin, c'est vraiment le must du must. Ensuite, vous avez ce que j'appelle moi le système par couche. Le système par couche, c'est alors ici, je vous demande pas de lire tout ce qui est écrit, tous les petits rectangles, parce que en plus c'est du tech, mais c'est une vision qui manque aujourd'hui cruellement aux entrepreneurs et même aux investisseurs en général dans l'écosystème des crypto-monnaies. La blockchain Bitcoin ou la blockchain Ethereum ou toute blockchain que vous connaissez, c'est la couche, ce que moi j'appelle la couche 1. C'est vraiment la base de votre protocole. Mais en fait, votre protocole, quand il est entre guillemets à nu comme ça, euh, il n'est pas très performant. Vous pouvez l'améliorer en créant des surcouches par-dessus. Par exemple, avec Bitcoin, pour ne citer, il y a par exemple Lightning Network, il y a RGB, je vais en reparler un tout petit peu après, mais ce sont des surcouches à Bitcoin qui viennent par-dessus. Ce n'est pas une nouvelle crypto-monnaie, c'est juste des améliorations à la blockchain Bitcoin qui permettent, par exemple, pour Lightning Network d'être extrêmement rapide. On a vu que sur la blockchain Bitcoin, on était sécurisé, décentralisé, mais pas scalable. Et ben Lightning Network, la surcouche à Bitcoin, vient ajouter cette couche de scalabilité qui manquait à la blockchain Bitcoin. C'est un moyen détourné de contourner le trilemme des blockchains. Ce qu'on ne peut pas faire sur la chaîne directement, on va venir le faire en surcouche. Une fois que vous avez vos surcouches qui permettent d'améliorer votre blockchain de base, vous pouvez ensuite par-dessus créer ce qu'on appelle des API ou choses comme ça pour ensuite enfin rendre réalisables des applications par-dessus tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est une aberration pour une entreprise de vouloir développer directement sur la blockchain. Si vous êtes une entreprise qui veut et vous voulez développer des applications sur les crypto-monnaies, il vaut mieux justement attendre que les surcouches soient faites et venir construire sur les surcouches. Ce sera beaucoup plus facile à faire et surtout ce sera beaucoup plus efficace. Euh, mais souvent, c'est une réflexion qui n'est pas vue. Et comme les gens ne voient pas cette réflexion de couche et du coup se disent, moi, je vais développer directement sur la blockchain, et qu'aujourd'hui, une application qui n'est pas rapide, c'est une application qui est morte en termes de business, les gens ils disent, OK, je ne peux pas développer sur Bitcoin parce que Bitcoin, c'est lent sur la blockchain. Et donc, du coup, je vais aller vers une blockchain qui est rapide directement sur la blockchain, comme la Binance Smart Chain que je vous ai présenté juste avant. Le problème avec tout ça, c'est que la Binance Smart Chain, c'est bien, mais comme on a vu avec les petits points qui sont ici, ce n'est pas pérenne comme système. Et le potentiel futur, il est très moindre. Et donc, du coup, je vais me mettre à le développer directement on-chain, alors que finalement, ça, c'est une aberration, pour répondre à un besoin qui est répondu par exemple par Bitcoin grâce à son système par couche. Si vous construisez par-dessus Lightning Network avec Bitcoin, le problème de rapidité n'est absolument plus présent. L'autre souci que vous avez, c'est le potentiel futur. Avec le trilemme des blockchains, on a vu que la décentralisation, la sécurité et la scalabilité, vous deviez choisir 2 sur les 3. Ensuite, si vous voulez améliorer votre blockchain, c'est forcément via les couches supplémentaires. Le problème, c'est que la sécurité et la décentralisation, ce sont les 2 éléments que vous ne pouvez pas améliorer avec vos surcouches. C'est impossible. Elle doit être inhérente à la blockchain si vous voulez que ça fonctionne. Alors que la scalabilité, elle, même si vous ne l'avez pas sur votre blockchain, vous pouvez l'améliorer via les surcouches. Et là, ça, c'est important à comprendre.
Parce que du coup, finalement, le raisonnement, il est simple. Si ma blockchain, elle est décentralisée et sécurisée, elle a un potentiel énorme. Pourquoi? Parce que la scalabilité, c'est ce qui lui manque. Je vais l'obtenir, pas les surcouches. Donc, dans le temps, je sais que ça va arriver dans un futur. Par contre, si ma blockchain, elle est par exemple décentralisée et scalable, il lui manque la sécurité. La sécurité, je ne peux pas l'obtenir par les surcouches. Donc, je sais qu'en fait, ma blockchain, elle est déjà bridée, qu'elle ne pourra pas être meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Bitcoin aujourd'hui peut sembler être moins bon que d'autres, mais en fait, c'est parce qu'il a un potentiel qui est bien plus important dans le futur de par sa construction. Pour conclure un tout petit peu sur tout ça, pourquoi encore une nouvelle crypto? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce que déjà j'ai un réel besoin? Est-ce que j'ai un besoin de créer une nouvelle crypto-monnaie? Ou est-ce que finalement je pourrais le faire déjà avec les crypto-monnaies qui existent? Si l'utilité de votre crypto, c'est de pouvoir payer les services de votre application, par exemple, ben, payer, c'est juste de la valeur que vous avez besoin. Et ben, Bitcoin fait très bien l'affaire. Ou Ethereum si vous voulez pas du Bitcoin. Mais en tout cas, il y a déjà des cryptos qui existent pour faire ça. Pourquoi réinventer une crypto? Il faut vraiment voir s'il y a un besoin qui est réel et concret derrière ça. Ensuite, il y a une autre question à se poser bien souvent, c'est est-ce que le centralisé ne fonctionnerait pas? Les blockchains et les crypto-monnaies, c'est rigolo, c'est joli, ça met des paillettes dans les yeux des investisseurs. C'est surtout un mot qui fait le buzz en ce moment. Ça fait le buzz parce que tout le monde a envie de se lancer dans les crypto-monnaies et la blockchain. Mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Ne pensez pas à un projet en vous disant je vais utiliser une blockchain et sur ma blockchain, je vais construire ça. Pensez plutôt à l'inverse. J'ai besoin de faire un projet. Mon projet, c'est n'importe quoi, ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes en train de vous demander techniquement comment vous allez réaliser votre projet, peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire, OK, ben en fait, un système centralisé ne marche pas pour moi, donc je vais passer sur un décentralisé. Et si je passe sur un décentralisé, alors je vais utiliser une blockchain ou de la crypto-monnaie. Mais il ne faut pas vous dire, j'ai envie de faire de la crypto-monnaie ou de la blockchain, donc je vais construire ça. C'est plutôt, j'ai envie de construire ça. Et avec une crypto-monnaie et une blockchain, ce sera encore plus efficace, donc je vais partir dessus. Attention à ne pas tout inverser. Et bien souvent, aujourd'hui, on voit de plus en plus de projets qui se montent et qui en fait fonctionneraient en centralisé. Par exemple, la Binance Smart Chain en est l'exemple parfait. Elle a quand même le statut de crypto-monnaie parce qu'elle a une blockchain derrière, mais en fait, quand on regarde bien, la blockchain, elle est centralisée. Et donc, finalement, il pourrait se passer de blockchain sur la Binance Smart Chain et faire ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Et enfin, pourquoi refaire le protocole? C'est ce que je vous ai déjà un peu expliqué avant. Pourquoi est-ce qu'on veut réinventer la roue? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de tout réinventer? Vous avez justement des développeurs dans le monde entier qui se sont amusés durant des années à perfectionner les blockchains du type Bitcoin ou Ethereum. Pourquoi est-ce que vous allez réinventer votre blockchain à côté qui sera moins développée technologiquement parlant, qui sera moins sécurisé parce que vous aurez moins de décentralisation et moins de gens qui viennent en minant sécuriser votre blockchain. En fait, vous n'avez que des désavantages à vouloir réinventer votre propre protocole. Plutôt que de vouloir réinventer un protocole, basez-vous sur un protocole qui existe déjà et qui est efficient aujourd'hui et mettez toute votre énergie à construire des projets par-dessus qui, eux, vont vraiment changer les choses. Ensuite, quand on vient à se poser tout ça, on se dit, OK, bon, il faut que je choisisse une crypto-monnaie qui est sérieuse, une crypto-monnaie qui est pérenne dans le temps. Ça, j'ai bien compris. Mais Bitcoin, ça a l'air d'être quand même un petit peu en retard aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de vous dire non, au contraire. Pour moi, Bitcoin aujourd'hui, c'est la blockchain qui est la plus en avance, technologiquement parlant, sur toutes les autres. Et tous ceux qui disent que Bitcoin aujourd'hui, ça marche plus, ça avance plus, voilà, je vous ai mis trois images ici. L'image que vous voyez à gauche, donc le petit navet, la petite carotte, c'est ce qu'on appelle Taproot. Taproot, c'est une mise à jour qui va sortir en novembre sur Bitcoin et qui va permettre on-chain, donc directement sur la blockchain, d'assurer un plus grand anonymat des transactions et aussi une meilleure scalabilité de ces dernières. Et donc là, on a une évolution vraiment majeure qui a demandé des années et des années de développement et surtout qui a demandé à des mathématiciens de travailler dessus pour pouvoir faire une amélioration très très concrète. Donc là, d'ici peu, on a Bitcoin qui va être plus efficace directement sur sa blockchain. Mais en plus de ça, vous avez par exemple Lightning Network que vous voyez en haut à droite, qui est une surcouche à Bitcoin et qui permet de faire des envois instantanés sans frais, grâce à un fonctionnement un peu particulier. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais pas vous le détailler. Mais voilà. Et en dessous de Lightning Network, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez là, donc là les trois couleurs, en fait, c'est RGB. RGB, c'est quoi? C'est un projet, une autre surcouche qui va se développer sur Bitcoin, qui est en train de se développer sur Bitcoin, qui devrait être sorti à peu près l'année prochaine. Et RGB, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de développer des applications extrêmement simplement par-dessus Bitcoin. En fait, pour faire simple, tout ce qu'aujourd'hui vous arrivez à faire sur Ethereum, vous pourrez le faire sur Bitcoin grâce à RGB. Et donc voilà, donc on a toutes les surcouches qui sont en train de se mettre en place petit à petit pour que Bitcoin soit décentralisé, sécurisé
mais aussi scalable grâce à ces surcouches. Et donc, en fait, d'ici quelques années, vous allez avoir Bitcoin qui va pouvoir faire exactement comme toutes les autres blockchains en termes de scalabilité et en termes de facilité d'accès, sauf qu'en plus de ça, il aura une sécurité et une décentralisation qui sera bien plus importante. Et finalement, que des avantages par rapport à ses concurrents. Et donc, en fait, là, ce qui est important, et c'est ce que j'aimerais à la suite de ces discussions tous ensemble que vous ayez, c'est changer d'horizon temporel, changer l'horizon auquel vous regardez les événements. Quand on parle des crypto-monnaies, quand on parle de Bitcoin, on parle ici d'un système qui n'existait pas encore avant, qui il y a 12 ans était inenvisageable. Et finalement, c'est carrément des fondations pour un monde qui est décentralisé, un monde où on n'a plus besoin de faire confiance aux gens parce qu'on est sur un système où l'honnêteté est récompensée. Et c'est la première fois que ça existe, un système où l'honnêteté est récompensée. Dans tous les systèmes que vous avez aujourd'hui, vous êtes souvent plus riche pas forcément monétairement, mais vous en sortez avec plus de choses si vous trichez. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, on a mis des banques en place, ou des notaires en place, ou des avocats en place. C'est justement pour vérifier que les gens ne trichent pas. Parce que si jamais on laissait libre cours et que les gens trichaient, et ben en fait, ce serait rentable. Donc, les gens trichent. Et donc, il faut des gens pour empêcher les autres de tricher. Bitcoin, c'est le premier système qui existe où la triche n'est pas récompensée sur le réseau. Au contraire, si vous trichez, vous détruisez Bitcoin. Et donc, vos Bitcoins valent zéro. Donc, vous n'avez aucun intérêt à tricher. Vous avez tout intérêt plutôt à être honnête, parce que plus vous êtes honnête, plus le système gagnera en confiance, et plus le système gagne en confiance, plus le système prendra de la valeur. Et ça, c'est super important. Donc on est vraiment sur des fondations d'un nouveau monde qui n'existait pas avant et qui permet de se passer totalement de tiers de confiance, parce que justement les avocats, les notaires, les banques ne servent plus à rien dans un système où la triche n'existe pas. Ensuite, Bitcoin, c'est un cas unique dans la cryptosphère. Il faut bien comprendre que Bitcoin, c'est le premier à être né, mais c'est aussi le seul à être né comme ça. Il est né dans un contexte qui est extrêmement particulier, la crise des subprimes. Il est né d'un créateur qu'on ne connaît pas, Satoshi Nakamoto, mais c'est aussi une grosse force parce que du coup, on ne peut pas attaquer Satoshi Nakamoto, on ne peut pas attaquer Bitcoin en allant détruire Satoshi Nakamoto. Là où, par exemple, pour citer Ethereum, si jamais Vitalik Buterin part du jour au lendemain, ça fera mal à la crypto. Si on veut citer Elrond, qui est une crypto qui est sortie bien plus récemment que Bitcoin ou Ethereum, si jamais l'entreprise Elrond décide de fermer les portes, la blockchain Elrond risque probablement de s'écrouler. Donc, voilà, donc Bitcoin, en fait, a un contexte extrêmement particulier qui fait qu'aujourd'hui, il est unique dans la cryptosphère et que c'est très compliqué d'envisager un nouveau Bitcoin naître. Et puis surtout, c'est une vision long terme, c'est ce que je vous ai expliqué. Les développeurs Bitcoin ont fait le choix de ne pas être rapides, de ne pas être scalable au début. C'est pas sexy. Ça attire pas les nouveaux arrivants. Les gens, quand ils voient Bitcoin et qu'ils comprennent pas Bitcoin, ils se disent c'est lent, c'est chiant, c'est dépassé comme technologie. Mais en fait, les développeurs ont décidé d'assumer ce positionnement-là parce qu'ils savent que sur le long terme, c'est le seul chemin qui permet d'avoir un potentiel quasiment infini en termes de développement et d'amélioration. Là où toutes les autres crypto-monnaies qui sont nées ces dernières années ont fait le choix d'être sexy pour le grand public dès le début, avec par exemple la Binance Smart Chain qui est ultra rapide, mais on peut citer Ethereum qui permet de développer super facilement, ou toutes les autres crypto-monnaies que vous pouvez connaître. Elles ont toutes décidé d'être sexy dès le début pour attirer tout de suite du public. Mais le souci, c'est que sur le long terme, elles ont une marge d'amélioration qui est limitée. Je ne dis pas qu'elle est nulle, je dis juste qu'elle est limitée. Et donc, du coup, Bitcoin a cette vision long terme qui dit, je m'en fiche qu'en fait, on me rabaisse durant quelques années et qu'on trouve que je sois lent pendant quelques années. Parce que moi, Bitcoin, je sais que d'ici 15, 20, 30 ans, je serai le seul qui pourra continuer à être amélioré au jour le jour. Et ça, c'est quelque chose qui était super important pour Bitcoin. Voilà, ça clôture ma présentation d'aujourd'hui. Euh, j'ai essayé de vous présenter un peu ma vision des crypto-monnaies, ma vision de Bitcoin aussi, de pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est important à mon sens. Euh, j'espère que j'espère que ça vous fera réfléchir sur tous ces éléments-là. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Encore une fois, j'essaie pas de vous convaincre que telle chose ou telle chose est meilleure. Mon objectif, c'est que vous ayez des pistes de réflexion pour pouvoir justement en ressortir grandi et faire vos propres avis sur les choses. Donc voilà. Et du coup, si vous avez des questions pour échanger, c'est avec très très grand plaisir. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a une question à poser également. C'est très intéressant. Merci. Bonsoir. En fait, moi, ma question concernant ce groupe Tiang, le Tiang là, il y avait le Bitcoin entre décentralisé et sécurité. Ça, je l'ai compris. Il y avait le Bitcoin aussi entre sécurité et scalabilité.
pourquoi pas un Bitcoin entre décentralisation et scalabilité? Donc, si parmi ces trois moyens-là, lequel moyen est plus fiable? Merci. Alors, attends, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'écho dans le micro. Du coup, c'est compliqué de tout entendre. Ce que j'ai compris, c'est donc que vous avez bien vu ce que j'avais dit par rapport à Bitcoin et son choix. Par contre, j'ai pas entendu la suite de ta question sur les autres choix. En fait, ma question, c'est au niveau des triangles. Voilà. Dans le Bitcoin qui est entre décentralisation et sécurité, vous avez expliqué ça, j'ai compris, et le Bitcoin entre sécurité aussi et scalabilité. Je me demande le troisième, pourquoi pas mettre le Bitcoin entre décentralisation et scalabilité? Mettre Bitcoin au centre du triangle, du coup, entre les trois? Non, entre décentralisation et scalabilité. Ah oui, ok, oui, parfait. Oui, d'accord, ok, oui, et mettre un peu de côté la sécurité, du coup. Le souci, c'est que si jamais vous mettez de côté la sécurité, qu'est-ce qu'on entend par sécurité? C'est le fait que votre blockchain soit attaquable. Aujourd'hui, sur Bitcoin, par exemple, vous avez des mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui sécurisent le réseau. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler avec les différents intervenants qui sont passés jusqu'ici, mais pour faire très grossièrement parlant, une des principales menaces qu'une blockchain peut rencontrer, c'est ce qu'on appelle l'attaque des 51%. L'attaque des 51%, c'est quoi? C'est, encore une fois, pour faire très grossier et voilà, c'est si jamais un acteur détient 51% de la puissance de calcul du réseau, alors il pourra prendre les décisions à la place de tous les autres parce que c'est la majorité qui l'emporte. Euh, le souci, c'est que ça, c'est quelque chose qui est renforcé par la décentralisation, mais c'est aussi quelque chose qui est renforcé par la sécurité en elle-même. La sécurité sur Bitcoin, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par le fait d'utiliser des algorithmes de chiffrement comme SHA-256 ou la génération de clés privées et clés publiques, elles se font par des courbes elliptiques qui n'ont pas été choisies au hasard. Par exemple, pour la petite anecdote, lorsque Satoshi Nakamoto a dû choisir l'algorithme de courbe elliptique qu'il voulait utiliser, c'est l'algorithme qui est à la base de la génération de tous les wallets Bitcoin. L'algorithme qui était recommandé par les standards mondiaux d'informatique, c'était un algorithme recommandé par la NSA. Et Satoshi Nakamoto a dit quoi? Non, moi, j'utiliserai pas ce standard. Je vais utiliser un autre algorithme qui est tout aussi sécurisé, mais qui n'a pas été fait par la NSA. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un peu complotiste de le penser, mais prenons pas de risque. On ne sait jamais. Si la NSA, justement, euh, a créé cet algorithme, peut-être qu'elle a aussi les moyens de contourner cet algorithme-là. Et donc Satoshi Nakamoto ne voulait pas baser Bitcoin sur un algorithme qui, un jour, aurait pu être contrôlé par la NSA. C'était un moyen de se protéger encore une fois de plus. Donc la sécurité va un peu au-delà de la décentralisation. Et le souci, c'est que si tu as une bonne décentralisation et une bonne scalabilité, mais que très facilement, je peux contourner le chiffrement de ta blockchain, et ben en fait, je vais pouvoir la faire tomber. Et, euh, et donc, c'est un peu le problème ici. C'est pour ça que Bitcoin ne choisit pas décentralisation et scalabilité, parce que sinon, des hackers pourraient justement, s'ils sont motivés, s'ils ont les moyens et s'ils ont les connaissances, venir détruire totalement l'écosystème Bitcoin. Et quelque chose qu'il faut avoir conscience dans les blockchains en général, là, c'est pas propre à Bitcoin, c'est vraiment propre à toutes les cryptos, c'est qu'on est sur un système de confiance. Si jamais vous n'avez plus confiance en votre blockchain, la blockchain meurt. Elle n'a plus aucune valeur. Et donc, on est dans des systèmes où on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit d'avoir une seule faille à un seul moment. Si jamais un jour vous avez un hack de votre blockchain, vous pouvez être sûr que votre blockchain derrière elle est morte et qu'elle ne se relèvera jamais de ce hack-là. C'est pas comme un écosystème centralisé où, par exemple, si Amazon un jour a un système, a un souci, une panne ou autre, eh bien, ils vont réparer la panne. Ils vont faire un communiqué pour dire on a renforcé les mesures, maintenant ça va plus se reproduire et tout ça. Les gens vont de nouveau avoir confiance et de nouveau utiliser Amazon. Chez les blockchains, ça fonctionne pas. Tu te prends un hack, la blockchain, elle est morte. Donc, du coup, Bitcoin a fait le choix de dire OK, on ne peut pas se permettre ça, donc on va sécuriser à fond, on va décentraliser à fond. Et la scalabilité, on le fera plus tard sur les surcouches. Ok, merci. Avec plaisir. Et bonsoir. Ma question pour un novice qui veut rentrer dans le domaine des crypto-monnaies, vous avez parlé un peu sur le Bitcoin et etc. Maintenant, que conseillez-vous pour un novice qui veut rentrer dans ce domaine? Quel genre de monnaie entre Ethereum et le Bitcoin conseillez-vous à un novice quand celui qui veut rentrer dans le domaine des crypto-monnaies? Et OK. dans le domaine des crypto-monnaies.
Ouais, donc on est d'accord, je vais juste le reformuler pour être sûr. Quelle blockchain je conseillerais, par exemple, à un étudiant d'aller regarder, justement, si jamais il veut rentrer dans cet écosystème-là? Oui. Aujourd'hui, suite à ma présentation, forcément, moi, je conseillerais Bitcoin. Je conseille à tout étudiant de s'intéresser fortement à Bitcoin. Mais encore une fois, attention à ce que vous regardez. Pourquoi? Parce que un étudiant qui veut entreprendre et monter une application, par exemple sur Bitcoin, ça ne sert à rien qu'elle sache comment développer Taproot sur Bitcoin. Ça, c'est le rôle des développeurs Bitcoin. Les développeurs Bitcoin sont là pour améliorer Bitcoin et ils n'ont pas envie de faire des applications par-dessus. Ils sont là pour vraiment faire la blockchain. Si vous voulez faire des applications par-dessus et rentrer dans le monde des crypto-monnaies ainsi, euh, renseignez-vous plutôt sur les langages de programmation des surcouches à Bitcoin, par exemple. Euh, Faites pareil aussi pour Ethereum. C'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir qu'une seule corde à votre arc et d'avoir deux écosystèmes. Pour moi, aujourd'hui, les deux écosystèmes les plus viables à long terme, c'est Bitcoin et Ethereum. Même si sur du très long terme, personnellement, j'ai du mal avec Ethereum, ce qui fait qu'il n'y a que Bitcoin pour moi sur le très long terme. Mais sur du court terme, je conseillerais Bitcoin et Ethereum. Donc Ethereum, par exemple, c'est Solidity, le langage que ça s'appelle, si jamais vous voulez développer par-dessus. Vous avez des très bons tutoriels sur Internet. Par exemple, il y a un site qui s'appelle cryptozombie.io. C'est un site où on vous fait construire une usine à zombies. Donc en plus, c'est un petit peu fun, c'est un petit peu avec des jeux. Mais en fait, pour construire votre usine à zombies, c'est avec du code Solidity. Donc en fait, vous apprenez à développer sur Ethereum en construisant votre entreprise, votre usine à zombies. Donc voilà, donc c'est fun et surtout, ça vous apprend concrètement comment coder sur Ethereum. Et sur Bitcoin, le langage, ça s'appelle Script. Et le langage Script a une surcouche qui s'appelle Miniscript. Donc c'est plutôt sur ça qu'il faut regarder. Mais moi, si j'avais un conseil, par exemple, notamment sur Bitcoin, de trucs à regarder, alors on ne peut pas encore développer dessus, ou difficilement, mais je conseillerais d'observer très, très, très attentivement RGB qui arrive sur Bitcoin et sur lequel on va pouvoir justement développer autant d'applications que sur Ethereum. Et donc, du coup, le langage qui sera sur RGB, à mon avis, sera un langage très, très, très important à connaître pour les personnes qui veulent entreprendre dans les crypto-monnaies dans les années à venir. C'est vraiment, moi, je mettrais mon atout là-dessous. Si aujourd'hui, j'avais à conseiller un étudiant qui veut se lancer dans de la programmation, par exemple, dans du développement et qui cherche un truc à regarder, je lui dirais RGB sur Bitcoin parce que ce sera très clairement demandé dans les mois et années à venir. Donc voilà, ça c'est si jamais vous voulez développer. Et si jamais vous voulez développer une application, je vais dire, et si jamais vous voulez développer le protocole même, donc là, c'est pas construire quelque chose par-dessus, mais aider à participer par exemple à Bitcoin ou à Ethereum, le conseil que j'ai, c'est déjà connaître les langages dont j'ai parlé avant et surtout vous rapprocher de fondations parce que les développeurs sur les blockchains, ils sont bénévoles. Donc en fait, vous avez des fondations qui existent pour justement rémunérer les développeurs bénévoles, pour leur attribuer ce qu'on appelle des gratifications, des bourses. Et donc là, il faut vous rapprocher de bourses. Donc là, par exemple, sur Bitcoin, il y a Bitcoin Core qui fait ça. Sur Ethereum, il y a Consensus qui fait ça. C'est deux organismes qui aident justement les développeurs à aider à l'avancement du protocole. D'accord. Sa question était qu'est-ce que vous conseillerez pour un novice qui voulait investir dans la crypto-monnaie entre Bitcoin et Ethereum? Donc, je suis une entreprise, j'ai envie d'investir dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce que je conseillerais? Euh, Quelqu'un qui veut investir là-dedans dans la crypto-monnaie entre Bitcoin et Ethereum. Autre que Bitcoin et Ethereum, honnêtement, aujourd'hui, je conseillerais à aucune entreprise d'investir. Vraiment, c'est aujourd'hui les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est absolument pas reconnu sur le long terme. On ne sait pas ce que ça va valoir et surtout, comme je vous l'ai présenté, pour moi aujourd'hui, on a beaucoup de crypto-monnaies qui sont nées sur du buzz et sur des fondamentaux qui n'existent pas, sur des besoins qui n'existent pas. Donc pour moi, quelque chose qui est irrémédiable, c'est que sur les 9000 cryptos et quelques qui existent, d'ici quelques années, on en aura 90% qui seront mortes. Donc voilà, donc surtout rien à part Bitcoin et Ethereum. Et ensuite, si jamais vous voulez investir et vous ne savez pas sur quoi investir entre Bitcoin et Ethereum, moi personnellement, je conseille Bitcoin. Pourquoi Bitcoin? Parce que comme j'ai dit, c'est le plus stable, c'est le plus pérenne sur le long terme, et donc c'est celui sur lequel vous ne prenez pas de risque. Il faut bien comprendre, enfin pas de risque. On s'entend, justement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les crypto-monnaies, c'est un domaine qui est risqué, de par sa nature, parce que c'est tout naissant et qu'on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que ça va donner. Donc les crypto-monnaies sont risquées, et ça, il ne faut pas le perdre de point de vue. Mais parmi les crypto-monnaies risquées,
bah, justement, il y a des crypto-monnaies qui sont un peu moins risquées que d'autres. Et donc, par exemple, Bitcoin est moins risqué que Ethereum. Sachant qu'on est déjà dans un environnement avec beaucoup de risques, pourquoi est-ce que chercher à prendre encore plus de risques? Donc voilà. Donc moi, je conseillerais à toute personne qui veulent investir dans les crypto-monnaies de prendre que du Bitcoin ou avec une très grande majorité de Bitcoin en tout cas. Et après, d'aller voir d'autres crypto-monnaies à côté si jamais l'envie est là, si jamais il y a une envie d'aller rechercher des trucs, de se renseigner, une curiosité pour quelque chose, mais une grosse majorité de Bitcoin. Pour vous donner mon expérience propre, comme ça ce sera parlant, euh, moi je suis arrivé en 2017, fin 2017, j'ai vu Bitcoin au début, et puis je me suis dit, ouais, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont l'air plus prometteuses, plus rentables. Et donc, en fait, au début, j'étais quelqu'un qui n'était pas anti-Bitcoin, mais qui voyait plus de promesses dans les autres crypto-monnaies. J'ai investi dans les autres crypto-monnaies à titre personnel. Euh, et ben, c'est les crypto-monnaies qui m'ont donné le moins de rendement. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un cycle, au bout d'un cycle de hype, donc les cycles sur les crypto-monnaies, c'est à peu près tous les 3 ans. Au bout de 3 ans, ma crypto-monnaie ne valait plus rien. J'ai tout perdu au bout de 3 ans. Et du coup, j'ai eu la chance de me rendre compte quand même assez rapidement, parce que moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'écosystème. Je m'en suis rendu compte au bout d'un an, un an et demi, ce truc-là. Et en fait, depuis que je suis dans Bitcoin majoritairement, j'ai jamais eu des rendements aussi fous que ça. Euh, Moi, je conseille Bitcoin à tout le monde. Et je vais vous écrire, alors je ne sais pas si vous pouvez, si vous avez tous accès au chat de Zoom, mais je vais vous donner euh, un article. Alors, c'est moi qui ai rédigé l'article, donc je sais de quoi ça parle. Et si jamais il y en a qui veulent commencer l'investissement dans la crypto-monnaie, ou en tout cas qui ne savent pas quoi recommander à des gens qui veulent investir dans la crypto-monnaie, j'ai écrit un article qui s'appelle DCA, la meilleure stratégie pour investir dans Bitcoin. Donc, le DCA, c'est quoi? C'est le dollar cost averaging. C'est une stratégie qui existe depuis très très longtemps dans le système financier, pas uniquement sur les cryptos, mais ça s'applique aussi aux cryptos. Et c'est un principe où vous mettez de côté tout ce qui est la partie émotionnelle. Vous investissez de manière réfléchie, de manière raisonnée, de manière mathématique. Et on s'est rendu compte que dans le temps, c'était ce qui apportait les meilleurs rendements. Donc moi, aujourd'hui, à tout débutant, je conseille du DCA sur Bitcoin. Bien sécuriser vos Bitcoins avec une clé Ledger ou en tout cas un hardware wallet pour que ce soit bien vos Bitcoins. Si vous les laissez sur une plateforme d'échange, il faut bien avoir conscience que vous ne maîtrisez pas vos Bitcoins et que si la plateforme d'échange se fait hack ou fait faillite, vous perdez tout. Donc voilà. Donc moi, c'est mes 3 conseils. Du DCA, parce que le trading, c'est trop risqué quand on est novice. Et le DCA, c'est dans 90% des cas plus rentable que le trading. Alors, c'est clair, c'est moins fun. Vous n'avez pas le frisson de trader. Vous avez quasiment aucune action à faire, donc ça paraît ennuyant. Et c'est ennuyant, c'est clair. Mais par contre, c'est rentable et c'est plus sûr que le trading. Donc, foncez dessus. Donc, du DCA sur Bitcoin, en maîtrisant vos Bitcoins, donc en les sécurisant avec un hardware wallet ou autre. Voilà. C'est les 3 conseils que j'ai pour tout débutant et même pour tous les expérimentés finalement. Parce que le trading, ou à moins que vous soyez trader pro, parce que le trading, il ne faut pas l'oublier, c'est un métier, un véritable métier. Et donc, à moins que vous soyez trader pro, vous allez vous faire plumer tôt ou tard en fait sur les crypto-monnaies. Donc voilà. Je suis désolé, le micro, il fonctionne quasiment pas. Est-ce que ça vous dérange d'écrire les questions? C'est vraiment compliqué avec le micro. Aucune. En fait, il y a quelque chose à comprendre sur le trading, c'est que c'est pas l'actif qui rend le trading compliqué ou facile. Le trading, c'est une matière à part entière qu'il faut maîtriser à part entière. Et si vous savez trader du Bitcoin, vous saurez trader du BNB, vous saurez trader de l'Ethereum, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, c'est un peu, c'est un peu comme si on me demandait, est-ce que c'est, je j'ai pas, ouais, non, j'ai pas de parallèle, mais est-ce que c'est plus facile de peindre tel tableau ou tel tableau? La question pour un peintre au début, c'est pas de savoir c'est quel tableau qui est plus compliqué. En effet, selon les nuances et selon les techniques qu'il va utiliser, il y en a peut-être un qui va être un peu plus compliqué que d'autres. Mais la vraie question, c'est déjà est-ce qu'il sait peindre de base? Et donc là, pour le trading, c'est exactement pareil. Avant de se poser la question de est-ce qu'il y a un actif qui est plus compliqué qu'un autre à trader, la question de base, c'est est-ce que je sais trader? Et donc, si jamais vous voulez vraiment faire du trading, il faut absolument, absolument se former dessus. Et se former dessus, il n'y a pas de miracle, hein, c'est lire énormément de choses. Ça va être lire des bouquins de trading. Euh, Aussi, ça c'est pareil, souvent les gens qui sont dans les crypto-monnaies et qui entendent parler de trading à ce moment-là et qui veulent se lancer dans le trading, bien que ce soit quelque chose que je ne recommande pas, euh, ils ont tendance à croire qu'ils peuvent se former qu'avec des gens qui sont déjà dans les crypto-monnaies. Encore une fois, là on parle de la connaissance du trading,
savoir trader, c'est un métier qu'on fait déjà depuis des années, avant les cryptos. Et donc, par exemple, à titre personnel, je trade. Je fais du trading à titre personnel. Et moi, comment est-ce que j'ai appris à faire du trading? En lisant des bouquins de personnes qui tradaient sur Forex, il y a déjà 20 ou 30 ans. Mais finalement, c'est les bouquins qui m'ont le plus aidé. Pourquoi? Parce que le trading, c'est un petit peu d'analyse graphique, donc les graphiques que vous pouvez voir avec des bougies et tout ça qu'il faut savoir lire. Mais ça représente, je dirais 15 à peu près du taf d'un trader. Et en fait, la majorité de ce que doit faire un trader, de ce que doit savoir faire un trader, c'est la maîtrise de ses émotions, c'est savoir gérer son risque, c'est avoir une rigueur extrême, c'est toutes ces choses-là. Et si vous n'avez pas construit votre plan de trading, si vous n'avez pas vos stratégies d'entrée et de sortie, si vous n'avez pas vos comment dire, vos points qui font que vous allez arrêter votre session de trading, et ben, en fait, le trading, il va pas être bon. Donc avant de se poser même la question de sur quoi est-ce que j'ai envie de trader, et là, j'ai presque envie de dire que c'est plus à l'affinité de chacun, c'est surtout, est-ce que j'ai les bases pour pouvoir trader? Je vous donne un exemple, classique. Moi, par exemple, dans mes règles de trading, mais c'est mes règles à moi, c'est très personnel les règles de trading parce que c'est chacun qui sait ce qui marche pour lui. Mais moi, dans mes règles de trading, par exemple, j'ai une règle qui dit que si dans ma journée, j'ai eu plus de 2 trades perdants, j'arrête de trader pour toute la journée. Pourquoi? Parce que je sais qu'un trade perdant, c'est normal d'avoir des trades perdants, il y a pas de souci avec ça. OK. 2 trades perdants, il y a encore rien de grave. Mais même s'il y a rien de grave, je sais que émotionnellement parlant, je vais commencer à stresser ou à m'énerver ou à être frustré. Et si jamais je ressens ces émotions-là, je sais que les trades que je vais faire après, ils vont être moins bons que ceux de d'habitude. Donc, le gros conseil que j'ai, c'est pas de choisir une crypto-monnaie parce qu'elle est simple ou pas à trader. Si jamais vous voulez vraiment aller dans le trading, le meilleur conseil que je peux vous fournir, c'est de travailler sur vous. Lisez énormément de témoignages d'anciens traders, de traders du Forex, qui vous racontent justement en quoi les émotions sont capitales pour réussir à trader là-dedans. Construisez une rigueur et une discipline exemplaire, et là, le trading sera beaucoup plus simple à partir de là. Voilà. Donc, ce serait le conseil que j'aurais à faire plus que de conseiller une crypto, parce que finalement, une fois que vous savez trader une crypto, vous saurez toutes les trader sans grand souci. C'est une excellente question pour le coup, et c'est une question qui malheureusement revient trop souvent, mais elle est bonne à poser, hein, il faut la poser. Le prix de votre crypto-monnaie, ça sert à rien. Très concrètement, le prix d'une crypto-monnaie, ça ne représente strictement rien du tout. Je vais vous donner l'exemple de YFI, c'est une crypto-monnaie, c'est YFI, hein. Vous pouvez la regarder après si vous voulez, qui est sur de la DeFi. C'est une crypto-monnaie qui vaut plus que Bitcoin en termes d'argent, entre guillemets. Mais un YFI valait plus qu'un Bitcoin. Mais Bitcoin était largement devant en termes de capitalisation. En fait, ce qu'il faut regarder quand vous regardez une crypto-monnaie, c'est sa capitalisation de marché. Je vais encore vous renvoyer un autre lien. Je vous laisserai vous repartager les liens derrière et tout ça si jamais vous le souhaitez. J'avais fait une vidéo sur YouTube à l'époque sur justement est-ce qu'il valait mieux acheter du Bitcoin qui était cher ou est-ce qu'il valait mieux acheter des crypto-monnaies qui étaient sous les 1 dollar pour justement pouvoir devenir, s'enrichir le plus rapidement possible avec les crypto-monnaies. Hop. Alors, tac, j'ai le lien vidéo ici. Je vous mets ça dans le Zoom, vous le repartagerez après. Et en fait, pour répondre simplement à la question, le prix d'une crypto, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est sa capitalisation de marché. Comment est-ce qu'elle est calculée, la capitalisation de marché? C'est le nombre de jetons de la crypto en question multiplié par son prix actuel. Et ça, c'est un calcul très, très important. Par exemple, si vous prenez XRP, Ripple, qui est aujourd'hui dans le top 10 des crypto-monnaies. Vous pouvez voir qu'il a un tarif, un prix qui est inférieur à 1 dollar, si je ne me trompe pas en ce moment. Même s'il est au-dessus d'1 dollar, il doit être en dessous des 2 dollars dans tous les cas. On peut se dire, il est à 2 dollars, on va prendre 2 pour faire simple. Il est à 2 dollars, Bitcoin, il est autour des 40 000, on va dire. Donc du coup, ça veut dire que Ripple, il vaut il vaut plus que 2000 fois moins, 20 000 fois moins, 20 000 fois moins, c'est ça, que Bitcoin.
Donc, si je prends du Ripple, j'ai 20 000 fois plus de possibilités de croissance, entre guillemets, que Bitcoin. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand on regarde la capitalisation de marché de Ripple, on se rend compte qu'il a une capitalisation qui est déjà très élevée, que finalement, sa capitalisation, elle est proche de Bitcoin. Elle est peut-être 2 fois moins grande que Bitcoin, mais pas plus que ça. Et donc, finalement, son potentiel, il est que de 2 fois par rapport à Bitcoin. Et la question, c'est est-ce que Ripple a autant de valeur que Bitcoin? Non, clairement pas. En termes technologiques, en termes philosophiques, tout ça, il n'a clairement pas autant de valeur que Bitcoin. Donc, le fait que son prix soit inférieur de 2, enfin que sa capitalisation soit inférieure de 2 fois à Bitcoin, ça semble cohérent, ça semble logique. Et donc, Ripple n'a peut-être pas tant de marge de progression que ça. Et donc, en fait, ça, c'est un raisonnement que vous devez avoir avec toutes les crypto-monnaies que vous pouvez voir. Mais surtout, encore une fois, voyez long terme. Sur le long terme, la plupart des crypto-monnaies vont se casser la gueule. C'est même sûr et certain. Et donc, Bitcoin est peut-être la seule qui va vous permettre d'être rentable à plus de 5 ans. Et donc, la question, c'est est-ce que vous préférez avoir un rendement important et surtout assuré, ou est-ce que vous voulez tenter un rendement ultra important, mais vous êtes quasiment sûr que vous ne l'aurez pas? Si je vous donne 90% de chance de faire plus de 200% par an, ou 2% de chance de faire plus 1000% sur une année, c'est à vous de faire le choix. Mais en fait, ce que je décris ici, c'est réellement le choix que vous avez à faire avec les crypto-monnaies en ce moment. Pourquoi le 1%? Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de 1% des cryptos qui survivent à plus de 3 ans. Mais par contre, elles font 1000%. C'est chouette, mais elles ne survivent pas. Et pourquoi le 90% de chance de faire 200% par an? Parce que Bitcoin, si vous regardez ses progressions année par année depuis 2009, en moyenne, il fait 200% par an. Forcément, il y a des années où il descend, il ne fera pas les 200%, mais il y a aussi des années où il va énormément augmenter, il va faire plus que 200%. Donc aujourd'hui, Bitcoin, c'est en moyenne 200% par an. C'est déjà un rendement qui est énorme et vous ne trouverez pas de comparatif autre part, mais avec les autres crypto-monnaies. Ensuite, pour la question du prix, il faut bien se rendre compte que vous pouvez acheter des fractions de Bitcoin. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du DCA. C'est l'article que je vous ai partagé avant. Moi, à titre personnel, je le pratique, le DCA. Quand je fais mon DCA, je fais un achat par semaine. J'achète du Bitcoin toutes les semaines. Quand j'achète du Bitcoin toutes les semaines, j'achète pas 1 ou 2 Bitcoins par semaine. Je n'ai pas les sous pour faire ça. J'achète 0,000x Bitcoin. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Vous vous en fichez de ne pas avoir un Bitcoin en entier dans votre portefeuille ou de ne pas avoir 50 Bitcoins. Tout ce qui compte, c'est d'en avoir un petit peu et la valeur que ça représente. Si vous avez des poussières de Bitcoin, c'est pas grave. Vos poussières de Bitcoin, si elles valent énormément et qu'elles progressent tous les ans, c'est déjà top en fait. Donc aujourd'hui, non. Je ne conseillerais absolument pas, et pour moi, c'est absolument pas souhaitable de commencer par des crypto-monnaies qui sont moins chères, parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus risquées et vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir de rendement avec. Aujourd'hui, la seule crypto qui vous permet d'avoir du rendement de ces dernières années, la seule qui a permis d'avoir des rendements, c'était Bitcoin. Donc, surtout pour un débutant, je conseillerais de ne rien avoir d'autre que du Bitcoin. Okay. Et juste là, pendant que vous tapez la question d'après, juste pour compléter un petit peu sur le c'est cher, c'est pas parce que le prix du Bitcoin est cher que vous ne pouvez pas investir dedans. Hein. À titre de comparaison, moi, toutes les semaines, la somme que je mets, elle est inférieure à 100 euros. À 100 €. Donc, inférieur à 100 euros, ça montre bien qu'on peut investir des sommes qui sont plus petites. Si vous ramenez ça, par exemple, à tous les mois, ce que vous pouvez mettre ou quoi que ce soit, ça peut être 10 euros. Ça peut être 10 euros de Bitcoin. Et très clairement, ça vous fera pas beaucoup de Bitcoin. Mais ça vous fera une somme d'argent qui grandira sur le long terme et qui surtout vous rapportera de l'argent. C'est super important. Si vous mettez 10 euros, en fait, pour moi, jouer sur une autre crypto que Bitcoin, c'est comme si vous alliez jouer au loto ou au casino pour espérer gagner de l'argent. Sur le long terme, ça ne marchera pas. Vous serez ruiné. C'est des systèmes qui sont pensés pour que vous ne gagnez pas d'argent. Et ben, pour moi, les autres crypto-monnaies, c'est exactement pareil. Les chances de gagner avec sont tellement infimes que c'est du suicide de partir dessus. Et donc, d'autant plus si vous n'avez pas beaucoup de capitaux à investir, si vous ne pouvez pas mettre beaucoup, c'est important que ce pas beaucoup, vous ne le perdiez pas. Et donc, c'est encore plus important d'être sur Bitcoin. Et acheter 10 euros de Bitcoin, c'est déjà excellent. Et si jamais tous les zéros après Bitcoin, ça vous fait un peu mal de voir autant de zéros, comptez en Satoshi. Satoshi, pour tout le monde, c'est la plus petite unité de mesure de Bitcoin. Donc, en fait, dans un Bitcoin, vous avez 100 millions de Satoshi.
Et donc, par exemple, moi, plutôt que de dire que toutes les semaines, je m'achète 0,0001 Bitcoin, c'est peut-être mieux de se dire toutes les semaines, j'achète 10 000 Satoshi ou 100 000 Satoshi. Et du coup, comptez en Satoshi si ça vous aide. Le fait de compter en Satoshi, ça va vous faire des portions qui sont plus importantes et vous allez avoir l'impression de détenir plus de choses. Et au final, c'est que du Bitcoin qui est derrière, donc c'est nickel. Donc, non, il n'y a pas de cher. Le prix de Bitcoin est élevé aujourd'hui, mais il continue. Enfin, si jamais les crypto-monnaies fonctionnent, si jamais elles réussissent, le prix de Bitcoin sera bien plus supérieur à ce qu'il est aujourd'hui dans les années à venir. Et donc, en fait, le prix d'aujourd'hui ne paraîtra pas cher d'ici 3 ou 4 ans. Donc, voilà. Encore une fois, même si vous n'avez que 10 € à investir, ça suffit largement. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie est chère qu'elle va progresser moins que les autres. Au contraire, il n'y a aucune relation entre les deux. Et n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle stack sats dans l'écosystème crypto. C'est le fait de y aller doucement, mais d'accumuler petit à petit. Comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, faut pas hésiter, faut pas avoir peur du fait que ce soit cher. Faut y aller. Et peut-être qu'un jour, Bitcoin vaudra 500 000 $, 1 million. Et du coup, les 40 000 qu'on a aujourd'hui, ça paraîtra vraiment pas cher par rapport à tout ça, quoi. Comment se procurer des fractions de Bitcoin? C'est pas compliqué en fait. Enfin, pas compliqué. Alors, je peux pas vous répondre de manière universelle parce que selon la législation des pays, vous n'avez pas forcément les mêmes applications que par exemple moi en France. Mais je vais vous citer par exemple Coinbase ou Binance ou FTX ou Bybit ou toutes ces exchanges, c'est ce qu'on appelle les plateformes d'exchange. C'est des endroits où vous pouvez payer, donc acheter toutes les crypto-monnaies que vous souhaitez. Et donc, quand vous arrivez sur cette plateforme-là, on ne vous dit pas combien de Bitcoin tu veux acheter. On ne vous dit pas, ah tiens, j'ai envie d'acheter 2 Bitcoins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous déposez de l'argent sur la plateforme. Et une fois que vous avez déposé votre argent sur la plateforme, vous allez la convertir en Bitcoin. Et donc, en fait, la plateforme va faire tout seul la conversion dans sa tête et va se dire, OK, si jamais il me donne, je ne sais pas moi, 10 € de Bitcoin, dit, ouais, voilà, on va faire ça, 10 € de Bitcoin, ça lui fera 0,00034 Bitcoin. Et du coup, sur ton portefeuille de la plateforme d'échange, tu verras que tu as 0,00034 Bitcoin. Les fractions, en fait, dans Bitcoin sont déjà gérées de base par tous les outils qui utilisent du Bitcoin. Tout le monde gère les fractions de Bitcoin, c'est quelque chose qui est géré en automatique. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question de où est-ce que je peux acheter des fractions ou quoi que ce soit. Si jamais vous voulez acheter du Bitcoin, allez sur n'importe quelle plateforme qui permet d'acheter des Bitcoins et vous verrez que si vous mettez un montant inférieur à un Bitcoin en entier, vous pourrez acheter automatiquement des fractions. Donc voilà. Donc vous pouvez vous procurer des fractions partout où il y a des Bitcoins qui se vendent. Alors, transférer les Bitcoins gagnés au cours des jeux qu'on fait dans le portefeuille crypto. Alors oui, tu peux. De toute manière, en fait, si jamais tu gagnes des cryptos et du Bitcoin via un jeu, quel qu'il soit, on va t'envoyer ton Bitcoin sur justement un de tes portefeuilles. Un portefeuille Bitcoin, il se construit toujours de la même manière, avec notamment ce qu'on appelle une adresse publique. Donc soit c'est une suite de caractères très longue, soit c'est un QR code. Souvent on le met sous forme de QR code parce que c'est plus sympa. À partir du moment où tu as ce QR code, c'est le truc qu'il faut que tu scannes pour pouvoir envoyer tes Bitcoins d'un endroit à l'autre. Donc du coup, si tu gagnes des Bitcoins quelque part et que tu as un autre portefeuille autre part, tu peux très facilement tous les renvoyer dans ton portefeuille crypto au travers de ce QR code que tu vas venir scanner. Donc oui, c'est les Bitcoins, il faut les voir un petit peu comme du cash que vous pouvez, enfin de la monnaie, de l'espèce que vous pouvez avoir. Si jamais tu gagnes un billet au cours de je sais pas moi, d'un concours dans la rue, ton billet, tu peux le prendre et tu peux aller le donner à quelqu'un d'autre, tu peux l'échanger dans ton autre portefeuille ou ainsi de suite. Les Bitcoins, c'est exactement pareil. On peut les bouger exactement comme on veut, quand on le veut. Il suffit d'avoir l'adresse publique de son portefeuille pour pouvoir renvoyer d'autres Bitcoins dessus. Et du coup, juste pour répondre à la question en attendant, ouais, MetaMask pour les crypto-monnaies, c'est très très bien. Le seul défaut à MetaMask, entre guillemets, c'est que malheureusement, ça ne gère pas du Bitcoin. Mais vous gérez toutes les crypto-monnaies de l'écosystème Ethereum, Binance Smart Chain, et même Polkadot, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, vous pouvez gérer vraiment, on va dire, 90% des cryptos avec MetaMask. Donc, moi, à titre personnel, j'ai
une application pour mes bitcoins. Ça s'appelle Blue Wallet. Je vous écris ça aussi dans le chat, encore une fois avec tout. Donc Blue Wallet, ça c'est pour gérer mes bitcoins sur mon téléphone et sur mon PC. Ensuite, j'ai un Ledger Nano S pour stocker mes bitcoins hors ligne et qu'ils soient réellement sécurisés. Et même pas que stocker mes bitcoins, c'est pour stocker toutes mes crypto-monnaies. En fait, sur mon téléphone, je garde que le strict minimum, c'est-à-dire que ce que je vais avoir besoin pour faire des échanges. Tout ce que j'ai pour pas faire des échanges, hop, je le bascule directement sur ma clé. Et ensuite, j'utilise MetaMask, comme vous l'avez écrit, pour gérer toutes mes cryptos qui sont hors Bitcoin. Donc voilà, moi, c'est les 3 applications que j'utilise. Je n'utilise rien d'autre pour gérer toutes mes cryptos. Donc, c'est très, très bien pour le coup, MetaMask. C'est compliqué de répondre à ça parce que ça dépend vraiment de ce que vous avez chez vous. Selon les pays, les sites auxquels vous allez avoir accès ne sont pas du tout les mêmes. Mais je vais vous les écrire en même temps, mais Coinbase, c'est très bien. Binance, FTX. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à l'international? Kraken. C'est les principales plateformes. Je ne sais pas si vous en avez qui sont disponibles chez vous ou pas. Parce que moi, je sais qu'elles sont disponibles en France, mais par exemple, Binance aux États-Unis, ce n'est pas disponible. Donc, en fonction de chaque pays, ça change radicalement. Si vous en avez une de ces 4-là qui est disponible par chez vous, vous pouvez y aller. C'est du sécurisé et sûr pour acheter, vos bitcoins. Après, alors, je m'avance peut-être un peu et je parle en son nom peut-être un peu en avance, mais je sais que dans les intervenants que vous devez avoir, notamment dans 2 semaines, il y a Gloire, qui est quelqu'un avec qui j'ai pas mal travaillé et qui est rédacteur pour CoinTribune, qui est un média crypto. Il est spécialisé sur tout ce qui se passe justement sur le continent africain, sur les plateformes qui sont disponibles, sur comment est-ce qu'on peut acheter ou vendre facilement, comment est-ce qu'on peut tout sécuriser facilement. Donc, moi, je peux vous citer ces 4-là. Si jamais ils sont disponibles, tant mieux pour vous. Si malheureusement ils ne sont pas disponibles, je ne vais pas avoir plus de réponses que ça. Mais ce sera plutôt à demander à Gloire qui interviendra d'ici 2 semaines dans le même cadre que moi. Top. De toute façon, c'était juste pour conclure, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, Yes. merci beaucoup pour les réponses aux questions et puis la présentation. Je pense que ça a beaucoup intéressé. Et même si il y a des différences entre le Mali, la France, et l'euro, CFA, et savoir comment, je pense que ça a apporté pas mal de pistes. Et donc, merci beaucoup à toi d'avoir intervenu dans le cadre des Cryptomasters à Kabako. Avec grand plaisir, c'était vraiment chouette. Et effectivement, oui, on reçoit Gloire normalement que j'ai eu au du mois de juillet. Donc, je pense que du côté africain, il aura les réponses également. Yes. Ok, super. Tous les apprenants te remercient. Eh ben non, mais avec grand plaisir, c'était vraiment, vraiment chouette de faire tout ça avec vous. Et très belle soirée. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.